Exceptionnelle invitée, présidente de la Banque Centrale Européenne, ancienne directrice générale du Fonds Monétaire International. Elle a été ministre de l'économie de la France. Christine Lagarde est sur Radio Classique. Christine Lagarde, oui, vous vouliez dire vous regardiez la télévision. Christine Lagarde, merci d'être avec nous. Votre parole est rare. Vous êtes venue parler aux auditeurs de Radio Classique et aux Français. Par extension, vous êtes très écoutée des acteurs économiques et financiers. Christine Lagarde, ça n'est pas votre habitude d'évoquer les situations nationales des pays, mais elles peuvent être préoccupantes. Quand c'est la situation de la France, sa situation politique et budgétaire qui peut concerner toute la zone euro, ça mérite quand même de vous entendre. Vous avez entendu Guillaume Tabar à l'instant. Le gouvernement sera peut-être tombé, aura peut-être disparu la semaine prochaine. Est-ce que cela vous préoccupe ? Tous les risques de chute de gouvernement dans tous les pays de la zone euro sont préoccupants. Et ce que j'ai pu observer depuis maintenant 6 ans que je suis présidente de la Banque Centrale Européenne, c'est que les développements politiques, la survenance de risques politiques ont un impact évident sur l'économie, sur l'appréciation par les marchés financiers des risques pays et par conséquent sont préoccupants pour nous, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient, mais prenons un exemple. La semaine dernière, quand François Bayrou a annoncé qu'il allait engager la confiance et demander un vote de confiance au Parlement, eh bien on a vu le cours de certaines banques françaises baisser immédiatement. Est-ce qu'il y a une fragilité de ce côté-là ? Je pense que le système bancaire français est un système qui est bien capitalisé, qu'il est beaucoup mieux qu'il ne l'a été lors de la dernière grande crise financière, qui est bien structuré, bien supervisé, avec des acteurs responsables. Donc je ne pense pas que le système bancaire en soi soit d'une quelconque manière la source du risque actuel. Mais les marchés, en toutes circonstances de cette nature, évaluent le risque. Et on a vu surtout le risque pays augmenter au cours des derniers jours. Ça, c'est clair. Alors, on a un débat en France sur la dette. Vous avez des économistes qui disent c'est dramatique, il faut se désendetter, le service de la dette pèse de plus en plus dans le budget de la France. Et puis, vous avez une partie des économistes qui relativisent en disant la dette, il y en aura toujours, il y en a toujours eu. Ce qui compte, c'est de maîtriser les intérêts, mais on l'a vu bondir, la dette. Il y a des schémas qui sont tout à fait édifiants. Est-ce que c'est dramatique, Christine Lagarde ? Je crois que pour tous les pays de la zone euro, il est absolument capital d'avoir une dette viable, une dette soutenable. On parle de la soutenabilité de la dette. Et pour ce faire, il faut évidemment que la direction en termes de service de la dette, en termes de volume de la dette, soit à la baisse et viennent rentrer dans les clous de ce qui a été consenti, un peu comme dans un règlement de copropriété au sein de l'Union européenne qui consiste à maîtriser ses finances publiques. Donc de ce point de vue-là, il est évidemment déterminant d'être dans les règles qui ont été convenues, acceptées par tous les partenaires et par conséquent d'avoir une trajectoire de dette qui, 1, se stabilise et 2, à terme, reviennent dans les clous de ce qui a été convenu. Vous avez le sentiment que la France en prend le chemin ? Écoutez, je pense que si le diagnostic que je viens d'évoquer, c'est-à-dire la nécessité de la soutenabilité, la crédibilité des acteurs qui s'occupent des finances publiques est assurée, c'est déjà pas mal. Les moyens politiques pour y parvenir, ça relève de la décision des acteurs politiques entre eux et je ne me prononcerai pas du tout sur les méthodes qui sont adoptées. Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, est l'invitée de Radio Classique. Christine Lagarde, on parle beaucoup du FMI. Alors on en parle de façon un peu bizarre, comme si le FMI allait intervenir en France d'autorité, alors que c'est l'inverse. En général, c'est l'État ou les États qui appellent le FMI pour prêter de l'argent quand les prêteurs se détournent d'un pays ou estiment que le risque est trop fort. Est-ce qu'il y a un risque que les prêteurs se détournent de la France ou se mettent en défiance vis-à-vis de ce qu'on appelle la signature française ? Bon, sur le FMI, d'abord un point, parce que j'ai bien connu cette maison pour l'avoir dirigée pendant 8 ans, ce sont les pays qui demandent l'intervention du Fonds monétaire international. Et en général, dans des circonstances où la balance courante est gravement déficitaire et où le pays ne peut pas faire face à ses obligations. C'est pas le cas aujourd'hui de la France. Et ça ne l'a pas été parce que la balance courante, c'est la balance du commerce des biens,
des services, la balance des paiements. Et de ce point de vue-là, je ne pense pas que les conditions soient remplies, d'une part, et je doute que le gouvernement français envisage de faire appel au Fonds monétaire international, qui probablement dirait les conditions ne sont pas remplies, organisez-vous vous-même pour restructurer et pour mettre de l'ordre dans vos finances publiques. Bon, la signature française, elle est évidemment respectée, mais elle est associée à une prime de risque. Les investisseurs regardent l'ensemble des risques et ils regardent l'ensemble de la courbe, qu'il s'agisse du court terme, du moyen terme et du long terme. Or, on a vu évidemment le coût du financement à long terme de la dette française augmenter au cours des dernières semaines. Donc, quand vous regardez, moi je regarde de manière très attentive les spreads, c'est-à-dire le supplément de risque que les investisseurs sont prêts à payer par rapport au risque allemand, qui est considéré comme le risque le plus sûr. Eh bien, le supplément de coût pour la dette française a augmenté, se trouve juste en dessous de l'Italie, ce qui n'était pas le cas il y a un certain nombre de trimestres. Donc on peut s'inquiéter de ressembler un peu plus chaque jour à l'Italie, sans se dire qu'on va ressembler... Non, parce qu'attendez, l'Italie, en termes budgétaires, aujourd'hui, fait des efforts très sérieux et va probablement sortir dans le règlement de copropriété que j'évoquais tout à l'heure, en étant prochainement à 3% de déficit. Donc on ferait bien de s'en inspirer. Et il faut avoir une discipline en matière de finances publiques pour donner le signal qu'on veut avoir une dette soutenable, qu'on a une crédibilité sur les marchés pour permettre le financement des activités à la fois de l'État, des collectivités locales, pour tenir le pays. Christine Lagarde, ceux qui nous écoutent savent que vous avez servi votre pays comme ministre de l'économie, que vous avez été, vous l'avez rappelé, à la tête du Fonds monétaire international, et ils se disent en quoi la Banque centrale européenne peut être utile à la France dans cette période compliquée, à la fois politiquement et budgétairement. Se disent, qu'est-ce qu'elle peut faire pour nous, Christine Lagarde? Je résume et je suis un peu trivial. Mais c'est les questions que se posent les gens. Je vais vous dire, ce que fait la Banque centrale européenne, parce qu'il faut commencer par ça, c'est qu'elle est la gardienne de l'euro. L'euro que vous détenez, qui est détenu par 350 millions d'Européens aujourd'hui, c'est nous qui en sommes le garant. Sa mission, c'est la stabilité des prix. C'est-à-dire s'assurer que l'inflation ne va pas dans le décor et qu'on arrive à fournir cette stabilité des prix sans laquelle les opérateurs économiques, que vous soyez consommateurs, investisseurs parce que vous achetez un bien immobilier ou chef d'entreprise, vous savez que les prix seront maintenus avec une inflation à 2%, qui est la cible définie comme la stabilité des prix. Donc, stabilité des prix, stabilité financière. Donc, la BCE, elle s'occupe aussi de superviser les grandes banques européennes pour s'assurer que c'est bien tenu, que les dirigeants sont solides, que les ratios de capitaux sont au bon niveau. Ça, ce sont les missions qui nous ont été confiées par les traités européens. Ça, c'est sur le papier. Est-ce que les cases sont cochées? Pas sur le papier. Non, on s'est mal compris. Quand je disais sur le papier, est-ce que les objectifs sont atteints? Sur l'inflation, oui. Sur l'inflation, oui. On est à 2% pour l'ensemble de la zone euro, avec des écarts. Par exemple, la France est nettement en dessous, d'autres pays sont au-dessus, mais en moyenne pour la zone euro, on est à 2%. Ce qui veut dire... Et on a un objectif de moyen terme à 2% aussi. Ce qui veut dire, Christine Lagarde, c'est que vous pouvez dire aujourd'hui aux Français, l'inflation est derrière vous et vous pouvez faire confiance à votre système bancaire. Oui, ça c'est juste. Et nous continuerons, nous, Banque Centrale Européenne, à prendre les mesures nécessaires pour que l'inflation soit maîtrisée et que les prix soient stables. Donc ça, de ce côté-là, il y a une vraie stabilité. Christine Lagarde, beaucoup considèrent que l'Amérique a imposé sa politique tarifaire à l'Europe cet été et qu'on a subi cette négociation plutôt que la diriger ou de la manœuvrer dans notre sens. Est-ce que c'est votre avis? Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, parce que ma mission, c'est la stabilité des prix, c'est que l'incertitude ait été considérablement réduite. On a passé entre le 2 avril et l'accord qui a été conclu, qui n'a pas été vraiment formellement signé comme une espèce de traité bilatéral en matière de commerce, ce qui est important. Mais pendant cette période-là, on avait une incertitude totale. On ne savait pas si ça serait du 10, du 20, du 30, du 50, comme l'est actuellement l'Inde, par exemple. Et le fait qu'un accord ait été conclu, alors de manière équilibrée, de manière imposée, ça, les commentateurs. Vous avez votre idée sur la question. Mais moi, vous avez votre idée sur la question. D'un point de vue BCE, c'est une grande victoire pour l'Europe. Je suis contente que l'incertitude ait
largement diminué. Bon. On n'est pas encore à l'incertitude dans laquelle on se trouvait avant 2019. On a encore une dose d'incertitude importante et qui, à mon avis, va être renforcée par le fait que une cour fédérale, une cour d'appel fédérale a annulé un certain nombre des décisions qui avaient été prises par Donald Trump en disant que ça sera effectif seulement au 14 octobre pour donner le temps à la Cour suprême de revoir cette décision. Alors, on a à nouveau un peu d'incertitude qui revient. Est-ce que cet accord à 15% est valable? Est-ce qu'il va pouvoir être renégocié? Cette dose ce supplément d'incertitude, à mon avis, plutôt positif. Parce que je pense qu'on ne va pas renégocier au-dessus de 15%. Si on a une chance de négocier en dessous, ça serait très bien. On a aujourd'hui un taux effectif qui est autour de 12%, compte tenu des exonérations sur un certain nombre de fronts. Mais c'est vrai qu'on a un coût des exportations qui a augmenté, et donc une demande adressée aux produits français, puisque ça ne porte que sur les produits, qui est probablement réduite. Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne. Mario Draghi a rendu un rapport il y a 2 ans, Enrico Letta l'année dernière. Il y a un an, pardon. Ouais. Enrico Letta l'année dernière également, pour renforcer l'Europe, pour réclamer un sursaut. Ces rapports sont un peu restés lettres mortes. Pourquoi ça n'avance pas plus vite? Même si c'est pas vous, la présidente de la Commission européenne. Vous êtes une Européenne par définition. Est-ce que vous avez une analyse de cela? Est-ce que vous vous dites... Je prends un exemple. Giuliano da Empoli, il a écrit Les Prédateurs. Oui. Et Giuliano da Empoli, qu'est-ce qu'il dit? Il dit maintenant, vous avez des États, des superpuissances, alors avec des autocrates, des semi-autocrates, qui décident de façon très impulsive. Trump ne lit aucun bouquin, il décide vite, et parfois ça marche. Et nous, en Europe, on est très collégial. Vous êtes quasi payé pour le savoir, puisqu'à la Banque Centrale Européenne, il y a un conseil des gouverneurs, donc vous prenez des décisions très lentement. Donc d'un côté, vous avez l'Europe qui consulte, qui concerte, et puis de l'autre côté, vous avez des hyperpuissants, ils prennent des décisions comme ça. Ça vous donne le vertige ou pas? Vous avez donné la réponse à la question. C'est-à-dire que le rapport Draghi, le rapport Letta, l'un axé sur la compétitivité, l'autre sur le marché unique européen, ont prescrit un certain nombre de réformes. Et on se dit aujourd'hui, 1 an plus tard, où sont les réformes? Qu'est-ce qui a été fait? Et c'est un peu lent. C'est un peu laborieux. Pourquoi? Parce qu'il y a cette concertation. Parce qu'il y a 27 États membres. Parce que vous êtes obligé de vous préoccuper des avis des 27 gouvernements autour de la table. Mais les choses avancent. Un peu, beaucoup trop lentement. Beaucoup trop lentement. Mario Draghi, il dit qu'il faut faire différemment. Il l'a dit à Rimini la semaine dernière. Il dit bien sûr, mais faut qu'on sorte de cette lenteur. Quand on est dans le commentaire, quand on est dans l'observation, c'est toujours facile de faire des recommandations. Il a raison, bien sûr. Mais quand on est aux affaires, c'est beaucoup plus compliqué et on est dans un carcan de traités et de règlements qui fait qu'on ne peut pas comme ça, juste en claquant des doigts, faire avancer les réformes. Donc je pense qu'il y a des efforts méritoires qui sont engagés. Il y a un certain nombre de choses qui sont déjà posées sur la table. Je vais vous prendre un exemple. Le marché unique des capitaux. Dans ce domaine-là, il y a déjà 1 ou 2 textes qui sont sur la table et qui vont être discutés au Parlement. Ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite. Les capitaux, ils vont aux États-Unis en ce moment. La titrisation, dont on parle depuis 10 ans. Depuis la grande crise financière, et après on a dit il faudrait remettre un peu de titrisation dans les produits financiers. C'est prévu dans l'année qui vient. Donc ça avance, mais c'est vrai que ça avance lentement. Mais là où je suis pas d'accord du tout avec vous, c'est quand vous dites que nous on est lent. Nous, à la BCE, j'ai l'honneur de présider un groupe qui rassemble les 21 gouverneurs des 21 banques centrales membres de la zone euro. On décide très vite. On travaille sur la base de données, de faits, de chiffres, de prévisions, et ensuite on est autour de la table pendant 2 jours. Et à midi, le jeudi, on prend une décision qui est immédiatement communiquée. Certains ont dit qu'entre les décisions, il y avait du temps. Vous décidez vite, mais entre 2 décisions, il peut y avoir du temps. Mais c'est inévitable. Quand vous décidez de baisser ou d'augmenter les taux d'intérêt, quand vous décidez d'annoncer un peu à l'avance de ce que vous allez faire, vous n'allez pas le faire tous les 3 jours. Il faut laisser du temps au temps, et il faut en particulier voir comment l'économie réagit. Du temps et de l'indépendance. Vous êtes allé prêcher l'indépendance des banques centrales au cœur de l'empire Trump, puisque vous étiez sur Fox News il y a quelques jours, sa chaîne préférée, et vous êtes allé défier d'une certaine façon Donald Trump, qui a des velléités de contrôle de la Banque centrale américaine, la Fed. Il est en train d'essayer d'ailleurs, on peut parler d'intimidation, et de prendre le contrôle de la politique monétaire américaine. Qu'est-ce qui se passe si Trump prend le contrôle de la politique monétaire américaine? Pourquoi c'est pas sain? Pourquoi vous êtes contre ça? D'abord, je pense que ça sera difficile.
Parce que la Cour suprême des États-Unis, qui est largement respectée dans le pays et dont j'espère qu'elle sera respectée par lui aussi, a précisément indiqué que un gouverneur de la Fed ne peut être révoqué que pour faute grave. Il faut quand même pousser le bouchon très loin pour être révoqué pour faute grave. Donc je pense que ça sera très difficile pour lui d'arriver à avoir au sein du Conseil des gouverneurs, qui rassemble les 7 qui sont à Washington, pour faire simple, plus les 13 qui viennent des banques régionales américaines, ça va être difficile de faire complètement tourner la majorité. Deuxièmement, s'il y arrivait, je pense que c'est un danger très sérieux pour l'économie américaine et pour l'économie mondiale. Parce que la politique monétaire américaine a évidemment des effets sur les États-Unis pour maintenir la stabilité des prix et pour assurer l'emploi optimal dans ce territoire. Si elle n'était plus indépendante pour ce faire, et si elle dépendait du diktat de tel ou tel, alors je crois que l'équilibre de l'économie américaine, et par voie de conséquence les effets que ça a dans le monde entier, parce que c'est la plus grosse économie du monde, serait très préoccupant. L'euro en pâtirait ou en bénéficierait ? Je ne vais pas m'avancer sur ce terrain-là parce qu'on parle de change, on parle de valeur de l'euro relative au dollar, relative à un panier de monnaie. Je ne sais pas. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'on va continuer à travailler sur notre euro numérique, ou l'euro digital si vous voulez, parce que je pense que nous devons défendre notre monnaie et qu'aujourd'hui, la prolifération des stablecoins, qui sont une espèce d'outils crypto adossés au dollar, constitue un risque pour notre monnaie, l'euro. Donc sur ce terrain-là, sur ce chantier-là, on ne va pas s'arrêter. Christine Lagarde, une dernière question. Je vais vous ramener dans le passé. Vous avez dirigé un grand cabinet d'avocats aux États-Unis, donc vous êtes roué aux institutions américaines, au fonctionnement juridique des États-Unis. Est-ce que vous avez le sentiment que les États-Unis sont toujours un État de droit, l'avocate que vous avez été ? Je pense que si la Cour suprême continue indépendamment de tel ou tel président qui aurait nommé tel ou tel membre de la Cour, continue à être totalement respectée et ses décisions mises en œuvre, oui. Si en revanche la Cour suprême devient à son tour l'objet de pression politique, alors je suis très préoccupé par l'état de droit aux États-Unis. Oui. Christine Lagarde, merci d'être venue parler aux auditeurs de Radio Classique ce matin. Vous étiez notre invité exceptionnel, j'espère que vous reviendrez. À suivre le rappel des titres, la revue de presse et notre esprit libre du lundi. Luc Ferry de retour.